Mesdames et messieurs, chers internautes de Droit Plus Télévision, bienvenue une fois encore dans notre partie de l'interview sur votre chaîne YouTube Droit Plus Télévision. Aujourd'hui, pour ce faire, nous allons recevoir pour vous Maître Gilles Maswangi Mbumba. Il est avocat ici dans la ville province de Kinshasa. Vous le connaissez, il est auteur de plusieurs livres, dont aujourd'hui nous aurons le plaisir de parler sur un ouvrage intitulé « Des questions controversées des procédures civiles et pénales devant les juridictions congolaises des droits communs ». C'est avec Maître Gilles que nous allons essayer de décortiquer tout ce qui est à l'intérieur de ce bel ouvrage. Bonjour Maître Gilles. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien. Mais d'abord, tout le monde veut savoir pourquoi d'abord vous avez choisi l'intitulé de cet ouvrage. Sur base de quoi vous vous êtes inspiré? Oui, c'est comme vous l'avez dit, cet ouvrage est intitulé « Des questions controversées de procédures civiles et pénales devant les juridictions congolaises de droit commun ». C'est à la suite d'une longue pratique des droits que je suis arrivé à faire le présent ouvrage ou à produire le présent ouvrage. Du fait que je me suis rendu compte que devant les cours et tribunaux, il y avait des questions de droit auxquelles le praticien de droit, entendez avocat, magistrat, ne répondait pas toujours de la même manière. Pour une question, vous pouvez avoir plus d'une réponse. Et cela m'a inspiré et m'a permis de faire le premier ouvrage ayant le même titre. C'était en 2014. Et 7 ans après, je me suis dit qu'il était important de mettre le premier ouvrage à jour. C'est l'ouvrage que nous sommes en train de décortiquer aujourd'hui. L'ouvrage que nous décortiquons aujourd'hui, d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce que vous venez de parler, des procédures devant les juridictions congolaises. Cet ouvrage est destiné à qui? Est-ce qu'il est juste destiné aux praticiens du droit ou encore aux communs des mortels, à tout Congolais d'une manière générale? Voilà, je l'ai dit à l'intérieur, cet ouvrage est d'abord destiné aux praticiens de droit, c'est-à-dire aux magistrats, aux juges, aux officiers du ministère public, aux greffiers et aux huissiers. Mais aussi les étudiants en droit peuvent aussi les lire, puisque ce sont des questions de pratique qui sont explorées ou exploitées dans cet ouvrage. Dans cet ouvrage, Maître Gilles, tout le monde veut savoir aujourd'hui, c'est quoi vraiment le contenu de cet ouvrage? Voilà, le présent ouvrage a déjà été publié, je l'ai dit tantôt, en 2014. Et la présente mise à jour comprend quelques innovations. Entre autres, vous verrez qu'il y a cette fois-ci la postface. La postface qui n'existait pas dans le premier ouvrage. C'est dans cette postface que j'ai donné le résumé pratiquement de cet ouvrage. Ce qui m'a inspiré à faire cet ouvrage. Et une autre nouveauté, c'est que nous avons creusé des questions de droit que nous avions déjà abordées. Des questions des procédures civiles et des procédures pénales liées à la saisine, à l'abréviation des délais, toutes ces notions de droit qui ont droit de citer devant les cours et tribunaux. Donc nous avons approfondi encore ces notions. Nous avons ajouté d'autres questions auxquelles nous avons répondu, loi, jurisprudence, doctrine à l'appui. Et il y a d'autres positions que moi-même j'ai données en tant qu'auteur. Ça, c'est en ce qui concerne le contenu. Et en annexe de cet ouvrage, vous allez retrouver le code de procédure civile, il y a le code de procédure pénale, il y a la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Ce sont les 3 lois que nous utilisons souvent en matière de procédure civile et pénale. J'avais voulu aider aussi les praticiens de droit à avoir toujours leur loi en main lorsqu'ils lisent l'ouvrage, mais aussi lorsqu'ils se présentent à des audiences. Donc ce sont là les innovations qui sont apportées. Et aussi, ce qui m'a inspiré le plus
pour mettre cet ouvrage à jour, c'est à la suite des petits changements qui sont intervenus. Fondamentalement, la procédure civile et la procédure pénale sont restées les mêmes. Mais comme nous avons adhéré à l'OHADA, il y a des nouvelles habitudes qui rentrent en ligne de compte. Actuellement, on peut saisir aussi les juges en matière d'exécution. On peut les saisir par voie d'assignation, tout comme on peut les saisir par voie de requête. J'ai essayé de flairer toutes ces questions. En ce qui concerne le voie d'exécution, j'ai déjà publié un ouvrage sur la saisie-attribution des créances. C'est l'ouvrage qui est sur la table. Mais ici, j'ai voulu seulement aussi incorporer cette dimension du droit communautaire au OHADA dans notre procédure. Parce qu'il faut le dire que depuis que notre pays, la République démocratique du Congo, a adhéré à l'OHADA en 2012, les règles des droits au OHADA font intégrante de notre droit. Donc en réalité, on ne peut pas parler de droit au OHADA. C'est déjà les droits congolais. Si on dit droit au OHADA, c'est juste pour marquer la différence et insister sur le fait que c'est un droit qui s'applique dans tous les autres pays. Alors toutes ces règles-là s'appliquent aussi, surtout en matière de procédure civile. Et donc, en dehors de l'aspect droit au OHADA, il y a aussi certaines circulaires qui sont prises par les autorités judiciaires. Vous savez qu'en matière de procédure, même les circulaires sont aussi des sources de droit. Il y a la circulaire du premier président après la Cour de cassation qui a rapporté une ordonnance qui interdisait au président des tribunaux de commerce d'autoriser les saisies arrêts et les saisies attributions. C'est une ordonnance qui est en vigueur. Il y a une autre ordonnance, toujours du premier président, après la Cour de cassation, qui parle de l'abréviation des délais. Je connais une autre ordonnance une ordonnance conjointe des présidents de cours d'appel de Kinshasa, Gombe, de Matete sur l'exécution. Donc ce sont ces ordonnances qui ont aussi influé sur la procédure actuellement. En dehors de cela, il faut aussi tenir compte de certaines lois qui ont été promulguées après que j'avais déjà publié les premiers ouvrages. Il y a par exemple la loi qui organise la profession d'huissier. Ça a apporté aussi quelques changements en matière de procédure, surtout en matière de signification des exploits. Il y a aussi la loi portant code d'assurance. Et ça a apporté aussi quelques changements, puisque j'aborde aussi la question de la responsabilité civile en matière de véhicules à moteur ou de véhicules terrestres. C'est ainsi que j'ai aussi intégré cette dimension-là en m'inspirant aussi de cette nouvelle loi portant code des assurances. Code des assurances, Maître Gilles, vous avez si bien expliqué, mais parlons maintenant du fond des matières que vous avez abordées. Qu'est-ce qu'on attend par la saisine en matière civile? C'est quoi? Oui, en matière civile, en termes simples, parce que tout le monde est en train de nous suivre, oui. Lorsque vous voulez saisir un tribunal en matière civile, vous ne pouvez les saisir que par voie d'un document intitulé assignation. On appelle ça assignation. Cette assignation comprend ce que vous demandez au tribunal, c'est-à-dire vous mettez le motif, le moyen, pourquoi vous saisissez le tribunal. Il y a aussi un dispositif là où vous écrivez clairement ce que vous demandez au tribunal. Donc le document s'appelle assignation, ce que vous voulez obtenir du juge. En dehors de l'assignation, il y a aussi la requête. J'étais en train de le dire déjà. Il y a des matières où la loi elle-même dit qu'on ne peut saisir le juge que par voie de requête. Actuellement, avec le droit au OHADA, on parle de requêtes en matière d'injonction de payer ou même de délivrer et autres. Donc il y a des requêtes même en matière de droit de la famille. Lorsque vous voulez, par exemple, changer de nom, vous saisissez le juge par voie de requête. Vous voulez, par exemple, obtenir un jugement qui vous confirme comme liquidateur d'une succession, c'est par voie de requête. Donc on peut saisir le juge civil aussi par voie de requête. En dehors de l'assignation et de la requête, il y a aussi ce qu'on appelle la comparution volontaire. C'est-à-dire les parties peuvent se présenter volontairement devant le juge et ils demandent à ces derniers de leur rendre une décision, qu'ils puissent vider leurs différends. Mais ce mode de saisine qu'on appelle la comparution volontaire, souvent
a lieu lorsque le juge est saisi par une assignation, mais cette assignation ne contient pas toutes les mentions, ou l'assignation n'existe pas. Donc, pour couvrir les vices d'une assignation, une partie peut aussi accepter de comparaître volontairement. Donc, ce sont là les 3 modes de saisine d'une juridiction en matière civile. Mais en appel, je l'avais déjà dit dans mon premier ouvrage, le juge d'appel en matière civile est saisi par l'acte d'appel. Même si la question fait l'objet de controverses, il y en a qui se disent, mais comment on dit que le juge d'appel est saisi par l'acte d'appel, en même temps ce juge, pour qu'il statue, il faut qu'on notifie l'appel, qu'on assigne encore. D'autres estiment que ce n'est pas cet acte d'appel seul qui peut saisir le juge, mais il y a aussi d'autres actes subséquents qui peuvent aussi saisir le juge. Donc ça, c'est en matière civile. En matière pénale, il y a aussi plusieurs modes de saisine du juge pénal. On parle de matière pénale lorsqu'il y a une infraction. Oui. Les infractions sont dans le code pénal. Alors quand quelqu'un commet une infraction comme le vol, il y a des modes de saisine du juge pénal. On peut saisir le juge par voie de citation. C'est ce que le code de procédure pénale dit. Et il y a 2 sortes de citations. Il y a la citation directe, qui est faite directement par la partie victime, qui saisit le juge, qui lui dit que voilà, tel a commis une infraction dont je suis victime, qu'il faut le condamner. Ça, c'est la citation directe. On va directement au tribunal, au greffe du tribunal, on fait enrôler la citation et on va signifier à l'autre partie que voilà, vous devez vous présenter devant le juge pour présenter vos moyens de défense. Un autre mode de saisine ou une autre sorte de citation, c'est la citation à prévenu. Ça, c'est lorsque le parquet a été saisi, soit par une plainte, une dénonciation, ou le parquet s'est saisi d'office. Le 3e cas est un peu rare, c'est souvent par plainte qu'on saisit le parquet. Le parquet, après avoir instruit l'affaire, il arrive à prendre 3 décisions. Soit il s'est dit que les faits sont graves, ils sont sérieux, il doit saisir les tribunaux compétents, qui peut être le tribunal de paix, très souvent, les tribunaux de grande instance pour des infractions qui sont un peu plus graves. Ça peut être aussi la cour d'appel ou la cour de cassation pour des infractions concernant les gens qui bénéficient des privilèges de juridiction. Alors, ça, ce sont des citations qu'on peut utiliser pour mettre en branle l'action publique. En dehors de ça, il y a d'autres modes comme la procédure de flagrance. Il y a des délits d'audience qu'on peut commettre. Les juges peuvent se saisir d'office. Vous êtes à une audience civile comme pénale. Quelqu'un dérange le déroulement, par exemple, de l'audience ou commet une infraction à l'audience. Imaginez que quelqu'un qui est à l'audience, quelqu'un qui vient gifler les juges, il commet un coup de blessure volontaire en pleine audience. On va les juger dans la procédure de flagrance, mais c'est un délit d'audience parce que ça se commet au moment où les juges sont en train de siéger. Donc il y a plusieurs modes de saisine aussi en matière pénale, tout comme en matière civile d'ailleurs. En appel, c'est toujours l'acte d'appel qui saisit les juges pénals avec les mêmes critiques qui sont faites. Et parlez-nous aussi de l'abréviation des délais. Vous avez aussi mentionné ça à l'intérieur. Oui, par rapport à l'abréviation des délais, cette notion a déjà été développée. C'est l'article 10 du Code de procédure civile. Mais en matière pénale aussi, on peut abréger les délais. Il y a un article aussi qui prévoit qu'on peut demander au juge d'abréger des délais. Pourquoi abréger les délais? Parce que les délais d'ajournement, c'est-à-dire les délais qu'on doit respecter entre le jour où un justiciable a reçu un exploit et le jour où il doit comparaître au tribunal, il doit s'écouler 8 jours. 8 jours francs. En réalité, c'est 10 jours. Parce que les premiers jours et les derniers jours sont compris mais ne sont pas comptés. Donc, on doit respecter toujours 8 jours francs. En d'autres termes, 10 jours. Mais une partie, en cas de célérité ou d'urgence, en matière civile, en s'inspirant à l'article 10, une partie peut demander au chef de juridiction qui doit connaître de l'affaire d'abréger les délais. On peut abréger les délais de 8 jours à 2 jours, à 3 jours, ça dépend de l'urgence. Et là, ça permet de saisir le juge. Et en matière pénale, c'est la même chose. Mais la dimension que je voudrais intégrer ici par rapport à une circulaire qui a été prise par le premier président de la Cour, après la Cour de cassation, où il a dit que l'on ne peut pas abréger les délais d'heure à heure.
Moi, je ne suis pas d'accord avec cette position qui est prise parce qu'il faut distinguer selon que le cas ne concerne que le droit interne ou que le cas concerne le droit OHADA. En droit interne, il n'y a pas de problème. Notre code de procédure civile, comme de procédure pénale, ne permet pas qu'on puisse abréger les délais d'heure à heure. Mais en droit OHADA, c'est possible. Parce qu'en droit OHADA, il n'y a qu'une seule institution à qui on a donné le pouvoir d'interpréter les actes uniformes du OHADA. Il s'agit de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Dans toutes les décisions rendues par cette dernière, nulle part on a fustigé le fait qu'il y a eu une abréviation de délai d'heure à heure. On n'a jamais annulé une décision pour ça. Alors, nos autorités judiciaires, lorsqu'elles prennent des décisions, il faut qu'elles intègrent aussi l'aspect du droit communautaire OHADA. Donc, en droit OHADA, l'abréviation de délai d'heure à heure n'est pas interdite. Donc, cette circulaire-là est quelque peu contre-légale. Elle peut aussi être attaquée. Et au besoin, elle peut être révisée. Vous avez parlé aussi, maître, à l'intérieur aussi de l'interdiction du président des cours et tribunaux ou d'autoriser les saisies, arrêts et saisies conservatoires. Saisies conservatoires. Donc, déjà, il y a un problème. C'est une circulaire qui a été prise encore par le premier président de la Cour de cassation. Une première circulaire interdisait au président des tribunaux de commerce d'autoriser de saisies arrêts et de saisies conservatoires. Déjà, sur le plan de la terminologie, il y a un problème. C'est que en droit OHADA, la saisie arrêt n'existe plus. C'est remplacé notamment par la saisie attribution des créances. Lorsque une autorité prend une décision, une circulaire, pour parler encore de la saisie arrêt, comme si nous étions encore à l'époque où les droits OHADA n'existaient pas encore, c'est déjà un problème. Je ne dis pas que dans certaines autres matières qui ne sont pas légiférées, on ne peut pas procéder à la saisie arrêt. Mais on devait quand même intégrer cette dimension-là, faire ces distinguos-là. C'est qu'en droit OHADA, il n'y a pas de saisie arrêt. Saisie conservatoire, oui. Mais pourquoi interdire cela au président des tribunaux de commerce? C'est là où se pose la question. Puisque les tribunaux de commerce ont été institués pour connaître des affaires concernant les commerçants, ou même des affaires où il y a des actes mixtes. Les actes mixtes, ce sont des actes où c'est commercial pour l'un et civil pour l'autre. Donc, pourquoi interdire cela? Donc, le premier président actuel est revenu à la charge pour ne réviser cette circulaire-là qui est sur une dimension, la dimension où il a reconnu la compétence de président des tribunaux de commerce, cette fois-ci, d'autoriser ces saisies. Mais on n'aurait pas dû parler de la saisie arrêt telle qu'on en a parlé là-bas. C'est mon point de vue. Le droit n'est pas une science exacte. Il faut la réflexion. Ça, c'est la réflexion que moi, je fais toujours de toutes ces ordonnances-là. Voilà. Et puis, Maître Gilles, vous avez abordé aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la signification des exploits. Voilà. Quand on parle des exploits, c'est ce que je venais de dire ici, c'est des assignations, c'est de requêtes et autres. Avant le droit OHADA, nous nous référions seulement au code de procédure civile et au code de procédure pénale. Il y a une autre dimension qui est intégrée. Je n'allais même pas parler du droit OHADA, je devais parler plutôt avant la promulgation de la loi portant organisation de la profession d'huissier. C'était les greffiers qui signifiaient. Et au niveau de cours et tribunaux, il y avait aussi des huissiers qui étaient désignés par le chef de juridiction. Ceux-ci avaient aussi compétence pour signifier des exploits, des assignations, des citations. Mais depuis la promulgation de la loi sur l'huissariat, il y a maintenant un problème, il y a une controverse, on ne comprend plus rien. Tantôt, au début d'ailleurs, quand les greffiers signifiaient des exploits, les juridictions se déclaraient non saisies. Mais depuis un certain temps, même quand un greffier signifie, on se déclare saisi. L'huissier signifie, on se déclare saisi. Et le premier président de la Cour de cassation a pris encore une ordonnance pour préciser ce que c'est la loi sur l'huissariat, là, comment devaient se faire des significations. Alors qu'on a précisé que les greffiers ne peuvent signifier que dans leur office,
et que ça devait être les huissiers qui devaient signifier les exploits. Mais dans la pratique, c'est tout le monde qui signifie. C'est les greffiers et les huissiers. Et il faut aussi tenir compte du fait qu'en matière pénale, même l'officier du ministère public peut signifier un exploit, en l'espèce une citation. Voilà. Alors, d'une manière générale, on se parle de l'exécution des décisions judiciaires. C'est quoi? Oui, les décisions sont rendues pour être exécutées, oui. Que ce soit en matière civile ou en matière pénale. Oui. J'ai parlé de l'exécution dans cet ouvrage pour répondre d'abord toutes les saisies du droit au WADA que j'ai expliqué en liminaire, puisqu'il y a des auteurs qui ont écrit, qui ont élargi, qui ont réfléchi sur les questions de façon un peu approfondie, mais là j'ai seulement exposé toutes les saisies. Et aussi, j'ai épinglé le rôle de l'huissier en matière d'exécution. Donc, depuis la promulgation de loi sur l'huissariat, il n'y a que les huissiers qui peuvent exécuter les décisions judiciaires. Donc, c'est cet aspect-là que je voudrais intégrer. Et il n'y a que là où la chambre d'huissier n'est pas encore mise en place que les greffes d'exécution peuvent continuer à fonctionner. Là aussi, comme l'occasion m'est offerte, je dois parler aussi de l'existence du greffe d'exécution près les tribunaux des commerces. C'est contre la légale. Parce que la loi qui crée les tribunaux de commerce ne prévoit pas que les tribunaux de commerce connaissent de l'exécution de leurs propres décisions. C'est en violation de la loi qu'on a eu à installer des greffes au niveau des tribunaux de commerce. En réalité, les décisions rendues par les tribunaux de commerce leurs contentieux devaient être connus par les tribunaux de grande instance. Donc, c'est ça un peu, en liminaire, ce qu'on doit entendre par l'exécution. En matière pénale, comme on le sait, il y a les greffiers qui peuvent exécuter en ce qui concerne les amendes. Il y a aussi l'officier du ministère public qui peut exécuter une décision en arrêtant une personne, en prenant des mandats de prise de corps pour qu'on achemine quelqu'un qu'on a condamné en prison, par exemple. Donc, les détails sont dans l'ouvrage. Les détails sont dans l'ouvrage, maître. Ce qu'on peut retenir aussi, on peut comprendre que l'ouvrage actuel, c'est la continuité des deux premiers ouvrages que vous avez eu à publier. Non, pas du tout. C'est la mise à jour de du premier ouvrage que j'ai écrit en 2014, qui porte le même titre. Le deuxième ouvrage concerne spécialement le droit au WADA, la matière d'exécution liée à la procédure de saisie-attribution des créances. Donc, ça c'est le troisième et le premier forment un seul ouvrage. Mais seulement le tout dernier est beaucoup plus approfondi. Il contient aussi des innovations que je viens d'épingler tout à l'heure. Maître, où est-ce qu'on peut acheter l'ouvrage actuellement? Actuellement, cet ouvrage ne peut être acheté qu'au cabinet Maître Paulin Kamba Kolecha, situé aux anciennes galeries présidentielles, premier niveau, local 1M1. Donc je déconseille les gens d'acheter cet ouvrage dans la rue, surtout au palais de justice. J'ai appris qu'il y a des jeunes gens qui se mettent à reproduire illégalement cet ouvrage et sont en train de le vendre à vil prix. C'est ce qu'on appelle le piratage. Ce n'est pas la piraterie, le piratage. C'est une infraction, certes, mais quand vous saisissez l'autorité, celle-ci parfois tarde à mettre hors d'état de nuire tous ces fossoyeurs. Parce que ce qu'ils font, ce sont des crimes. Écrire un ouvrage, ce n'est pas chose facile. Donc il faut concevoir, écrire, il y a des frais que l'on paye. Donc cet ouvrage, on ne peut l'acheter qu'au cabinet Paulin Kamba Kolecha. D'ailleurs, il y a un bâtonnier que je respecte beaucoup, Maître Kalengi, qui m'a interpellé une fois parler de justice pour me dire, mais maître, j'ai acheté ton ouvrage au palais, il manque une page. Je lui ai dit, monsieur le bâtonnier, ça ce n'est pas mon ouvrage. C'est un ouvrage qu'on a piraté. Si vous voulez avoir la version originale, il faut aller au cabinet Paulin Kamba Kolecha, aux galeries présidentielles à Kinshasa, Gombe.
Kinshasa Gombe, maître. Et ça se vend à $50, ce n'est pas beaucoup. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de bonbons de sagesse. De sagesse, maître, nous arrivons presque déjà à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une manière générale de votre ouvrage avant peut-être le mot de la fin pour se séparer aujourd'hui? Je viens une fois de plus de mettre à la disposition des praticiens de droit un ouvrage qu'ils peuvent utiliser au cours de leur carrière. Parce que le premier ouvrage avait fait un long feu. Il a été utilisé dans beaucoup de juridictions de la République. Je l'ai même amené en Côte d'Ivoire. Même les Ivoiriens ont pu acheter. C'est pour comprendre comment se passent les choses chez nous. C'est un ouvrage pratique. Il aborde des questions pratiques. Même un débutant en droit peut l'utiliser. Et d'ailleurs, au début, les chefs de juridiction, les chefs de parquet avaient des problèmes pour encadrer le magistrat. Mais depuis que cet ouvrage existe, les chefs de juridiction ou d'office n'ont plus de problème. Ce sont eux d'ailleurs qui recommandent aux jeunes magistrats cet ouvrage. Parce que là, il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes les questions que les gens se posent. Et moi, en tant qu'auteur, j'ai exposé ce que la loi prévoit, ce que la jurisprudence prévoit, ce que la doctrine prévoit, et j'ai donné mes positions du haut de ma carrière d'avocat. Parce qu'il faut que je vous le dise, je vous le rappelle, moi je suis avocat depuis 2004. Et plusieurs années durant, je suis en train de pratiquer le droit. Je connais les faiblesses de nos lois. Je connais aussi leurs forces. C'est ainsi que quand j'écris pareil ouvrage, c'est pour interpeller aussi les autorités, surtout les députés aussi, qui peuvent aussi s'en servir pour faire des réformes. Parce que nos lois sur la procédure pénale comme civile datent de l'époque coloniale. Il y a une loi qui est de 59, une loi qui est de 60, mais avant l'indépendance. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, en matière d'intervention volontaire au pénal. Si hier on n'en parlait pas, aujourd'hui c'est d'actualité. Aujourd'hui, dans plusieurs juridictions, on reçoit l'intervention volontaire. Tout ça, c'est parce que nous aussi, nous avons fait un travail. Nous avons exposé cette notion. Nous sommes parmi les précurseurs de cette notion d'intervention volontaire au pénal. Hier, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, ça existe. Mais pourquoi on ne peut pas capitaliser ce que nous écrivons pour mettre cela sous forme de loi? Donc, dans cet ouvrage, il y a plusieurs propositions qui sont faites. Et c'est là où nous avons étalé les faiblesses de notre législation, quelque part. Parce qu'un grand avocat, un avocat averti, peut se servir de certaines réflexions que nous avons faites ici pour mettre à mal nos juges, pour mettre à mal les officiers du ministère public. Et nous sommes en train d'écrire, c'est là où je voudrais peut-être chuter. Nous sommes en train d'écrire, mais nous ne sommes pas pris en charge. Cette profession d'écrivain n'est pas organisée chez nous. On ne peut pas être au four et au moulin, concevoir une œuvre et aller jusqu'à la distribution ou à la vente. Ce n'est pas possible. Mon premier ouvrage là a fait le tour de ces pays. Ma réputation m'a précédé presque dans toutes les provinces. Tout le monde connaît Jules Maswangi, Mbumba, même sans l'avoir vu. Mais est-ce que cette profession nourrit son homme? Non. C'est parce que la profession n'est pas organisée. Si on avait l'industrie du livre chez nous ici, bien organisée, moi je n'allais pas demander au cabinet Paulin de vendre pour moi l'ouvrage. Je l'amènerai là où on vend les ouvrages, dans des librairies. Mais quand on amène dans des librairies, combien de gens fréquentent des librairies? Comment sont organisées ces librairies? Est-ce qu'il y a encore des éditeurs dans ces pays? Est-ce que, maître, vous pouvez pas aussi vous organiser entre vous, les écrivains qui mettent à la disposition des gens des livres? Vous pouvez aussi vous organiser entre vous. Est-ce que c'est possible? Je suis sûr que les organisations existent, mais est-ce qu'elles fonctionnent normalement? C'est ça tout le problème. Vous savez, je vais vous faire rire. Il y a un confrère qui m'a vu une fois, qui m'a dit, maître, vous savez que nous, on a gagné beaucoup de procès grâce à vous, en lisant vos ouvrages. D'ailleurs, si notre pays était beaucoup plus organisé, on aurait mis à votre disposition des policiers. Ça fait rire, mais quelque part, c'est interpellateur. C'est une façon de dire que ce que nous faisons, c'est très important. Nous aidons les praticiens de droit à bien faire leur travail.
Et nous avons besoin aussi d'un appui quelconque. C'est pas que l'État qui peut nous appuyer, même le privé, parce qu'il y a aussi des confrères qui viennent aussi comme de Nicodème, nous donner aussi des présents, ça nous fait du bien, ça nous encourage. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Merci Maître Gilles, c'était un plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Maître Gilles Maswangi Mbumba. Il a parlé de cet ouvrage et des questions controversées des procédures civiles et pénales devant les juridictions congolaises des droits communs. Merci à vous, chers téléspectateurs des Droits Plus Asbel, de nous avoir suivis et on se retrouve dans les jours à venir pour parler d'autres sujets aussi, peut-être toujours avec Maître Gilles Maswangi. Au revoir.